Un homme de 35 ans rentre de vacances en Afrique. Quelques jours plus tard, il développe de la fièvre. Il pense avoir attrapé une grippe, puis apparaissent des frissons, des courbatures, une fatigue écrasante. Il décide d'attendre. Le lendemain, son état s'aggrave. Quelques heures plus tard, il est hospitalisé. Le diagnostic tombe, paludisme, ou plutôt malaria. Car oui, le paludisme et la malaria sont exactement la même maladie. Deux noms différents, une seule et même maladie. Une maladie que beaucoup imaginent lointaine. Une maladie que certains pensent appartenir au passé. Pourtant, chaque année, elle touche plus de 260 millions de personnes dans le monde et provoque près de 600 000 décès, soit plus de 1000 morts chaque jour. Et ce n'est pas le moustique qui tue. Son arme est un parasite qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Un parasite qui a influencé notre évolution, modifié notre ADN, changé le cours de certaines guerres et continue aujourd'hui encore à faire partie des plus grands défis de santé publique au monde. Mais comment un simple parasite transmis par un moustique peut-il être aussi redoutable ? Pourquoi certaines personnes développent-elles une simple fièvre alors que d'autres sombrent dans le coma ? Et comment l'humanité est-elle enfin en train de reprendre l'avantage grâce aux vaccins et aux nouveaux traitements ? Bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'infectiologie. Le paludisme est probablement l'une des maladies les plus anciennes de l'histoire humaine. Des études récentes ont retrouvé des traces génétiques de parasites du genre Plasmodium chez des humains ayant vécu il y a plusieurs milliers d'années. Mais son influence va encore plus loin, elle est inscrite dans notre ADN. Certaines anomalies génétiques, comme la drépanocytose, certaines thalassémies ou encore le déficit en G6PD sont beaucoup plus fréquentes dans les régions où le paludisme est présent depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elles offrent une protection partielle contre certaines formes graves de la maladie. Autrement dit, le paludisme a exercé une pression de sélection tellement forte qu'il a participé à façonner l'évolution humaine. Pendant des siècles, personne ne comprenait réellement l'origine de cette maladie. Le mot malaria lui-même vient de l'italien malaria, qui signifie mauvais air. On pensait que les marécages dégageaient des vapeurs responsables de la maladie. En 1880, un médecin militaire français, Alphonse Laveran, observe pour la première fois le parasite dans le sang de patients atteints. C'est la première fois qu'un parasite est identifié comme responsable d'une maladie humaine. Quelques années plus tard, en 1897, Ronald Ross démontre que la transmission est assurée par les moustiques Anopheles. Le mystère est enfin résolu. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, le paludisme existait également en Europe. Il était présent en France métropolitaine jusqu'au milieu du XXe siècle. Grâce à l'amélioration des conditions de vie, à l'assèchement de certaines zones humides et à la lutte contre les moustiques, la transmission a progressivement disparu. Aujourd'hui, le paludisme a été éliminé de France métropolitaine, même si de très rares cas autochtones ou liés à des moustiques importés peuvent exceptionnellement être observés. Mais le paludisme n'a pas disparu pour autant. Chaque année, plusieurs milliers de cas importés sont diagnostiqués en France chez des voyageurs revenant de zones tropicales. Contrairement aux bactéries ou aux virus, le paludisme est causé par un parasite, plus précisément par des parasites du genre Plasmodium. Les principales espèces capables d'infecter l'être humain sont Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium knowlesi. Mais Plasmodium falciparum est de loin l'espèce la plus dangereuse. C'est elle qui provoque la majorité des formes graves et des décès. Le principal réservoir du parasite est l'être humain. Pour que le cycle continue, un moustique doit piquer une personne infectée, puis transmettre le parasite à une autre personne. Contrairement à la grippe ou au Covid, le paludisme ne se transmet donc pas par la toux, les éternuements ou les contacts du quotidien. Il existe néanmoins quelques situations exceptionnelles de transmission directe, par transfusion sanguine, de la mère à l'enfant, ou lors du partage de matériel d'injection. Tout commence lorsqu'une femelle moustique anophèle infectée pique un être humain. Elle injecte alors des formes microscopiques appelées sporozoïtes. Ces parasites rejoignent rapidement le foie. Pendant plusieurs jours, ils s'y multiplient silencieusement. Aucun symptôme, aucune douleur. La personne ignore totalement qu'elle est infectée. Puis des milliers de nouveaux parasites quittent le foie et envahissent les globules rouges. C'est à partir de ce moment que la maladie devient symptomatique. Chez Plasmodium falciparum, les symptômes apparaissent le plus souvent entre 7 et 30 jours après l'infection. C'est la raison pour laquelle une fièvre survenant quelques jours ou quelques semaines après un voyage en zone tropicale doit toujours alerter. Mais certaines espèces comme Plasmodium vivax et Plasmodium ovale possèdent une capacité étonnante. Elles peuvent rester dormantes dans le foie pendant des semaines, des mois, voire parfois davantage avant de se réactiver. C'est pourquoi un voyage tropical, même ancien, reste une information essentielle pour les médecins. Les symptômes sont souvent peu spécifiques au début. Fièvre,
frissons, sueur, fatigue intense, maux de tête, douleurs musculaires, nausées, vomissements, parfois diarrhée. Au départ, le paludisme peut ressembler à de nombreuses autres infections. C'est justement ce qui le rend parfois difficile à reconnaître chez un voyageur revenant de vacances. Mais derrière ces symptômes apparemment banals se cache parfois une maladie capable d'évoluer très rapidement vers une forme grave. Une fois à l'intérieur des globules rouges, les parasites se multiplient, puis ils font éclater la cellule. Les nouveaux parasites envahissent alors d'autres globules rouges, et le cycle recommence. Encore et encore, à chaque vague de destruction cellulaire, l'organisme déclenche une réponse inflammatoire. C'est ce qui provoque les fameux accès palustres, frissons, forte fièvre, puis sueur abondante. Chez certains patients, ces épisodes peuvent survenir avec une remarquable régularité. Mais la fièvre n'est pas ce qui inquiète le plus les médecins. Car chez certains patients, le parasite ne se contente pas de provoquer quelques jours de fatigue. Il peut s'attaquer à des organes vitaux, et parfois au cerveau lui-même. Le premier problème est la destruction massive des globules rouges. Cela provoque une anémie parfois sévère. Le sang transporte moins bien l'oxygène. Les organes souffrent. Mais le mécanisme le plus dangereux concerne surtout Plasmodium falciparum. Les globules rouges infectés deviennent anormalement collants. Ils adhèrent aux parois des petits vaisseaux sanguins. Ils s'accumulent. Ils perturbent la circulation du sang. Lorsque cela se produit dans le cerveau, on parle de neuropaludisme. Le patient peut présenter des troubles de la conscience, des convulsions, puis sombrer dans le coma. Sans traitement rapide, l'issue peut être fatale. Le paludisme peut également provoquer une insuffisance rénale, une détresse respiratoire, une hypoglycémie ou une défaillance de plusieurs organes. C'est ce qui explique pourquoi cette maladie reste aujourd'hui encore l'une des infections les plus meurtrières au monde. Après certaines maladies infectieuses, une seule infection suffit pour être protégé pendant des années. Avec le paludisme, ce n'est pas si simple. Plasmodium est un maître du camouflage. Le parasite change régulièrement les protéines qu'il expose à sa surface. Le système immunitaire a donc beaucoup de mal à développer une protection complète. Après des années d'exposition répétée, une certaine immunité apparaît malgré tout. Les adultes vivant dans les zones très touchées développent généralement moins de formes graves que les jeunes enfants, mais cette immunité reste incomplète. On peut toujours être infecté, et parfois transmettre le parasite sans même se sentir malade. En France, toute fièvre au retour d'une zone tropicale est considérée comme un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Le diagnostic repose sur une prise de sang. L'examen historique de référence est le frottis sanguin associé à la goutte épaisse. La goutte épaisse permet de détecter le parasite. Le frottis permet notamment d'identifier l'espèce responsable et surtout de mesurer la parasitémie, c'est-à-dire la proportion de globules rouges infectés. Cette information est essentielle pour évaluer la gravité de la maladie. Des tests de diagnostic rapide sont aujourd'hui largement utilisés et permettent d'obtenir une réponse en quelques minutes. La PCR est également de plus en plus utilisée dans les laboratoires spécialisés, notamment lorsque la quantité de parasites est très faible ou pour confirmer certaines espèces. Les analyses sanguines montrent souvent une thrombopénie, parfois une anémie, et dans les formes sévères, des atteintes hépatiques ou rénales. Pendant longtemps, l'arme principale contre le paludisme était la quinine. Puis sont arrivés d'autres traitements comme la chloroquine. Mais le parasite a progressivement développé des résistances. Une découverte majeure survient alors dans les années 1970. Une chercheuse chinoise nommée Tu Youyou identifie une molécule extraite d'une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, l'artémisinine. Cette découverte révolutionne la prise en charge du paludisme et lui vaudra le prix Nobel de médecine. Aujourd'hui, les traitements de référence reposent principalement sur des associations contenant des dérivés de l'artémisinine. Pour les formes graves, l'artésunate administré par voie intraveineuse est devenu le traitement de référence. Une fois le diagnostic posé, le suivi ne s'arrête pas là. Des contrôles sont souvent réalisés au 3e jour du début du traitement afin de vérifier la disparition rapide des parasites. Puis au 7e jour et au 28e jour selon les situations afin de confirmer la guérison et de dépister une éventuelle rechute ou un échec thérapeutique. La bonne nouvelle, c'est que oui, le paludisme est largement évitable. Avant un voyage en zone tropicale, une consultation de médecine des voyages est fortement recommandée. Elle permet d'évaluer le risque réel selon le pays visité, la région, la saison et le type de séjour. La prévention repose d'abord sur la protection contre les moustiques. Répulsifs, vêtements couvrants, moustiquaires imprégnés, climatisation lorsque c'est possible. Mais dans certaines destinations, cela ne suffit pas. Un traitement préventif peut être nécessaire. Les plus utilisés en France sont la malarone et la doxycycline. Il faut débuter la malarone 1 à 2 jours avant l'exposition, puis prendre le traitement pendant tout le séjour, puis pendant 7 jours après le retour. La doxycycline se prend également avant le départ, mais doit être poursuivie pendant 4 semaines après le retour.
Le choix dépend de nombreux facteurs et doit être discuté avec un professionnel de santé. Retenez surtout ceci, toute fièvre pendant un voyage en zone tropicale ou dans les 2 à 3 mois suivant le retour doit faire évoquer un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Pendant plus d'un siècle, malgré les moustiquaires, les insecticides et les médicaments, une question semblait impossible à résoudre. Peut-on créer un vaccin contre un parasite ? La réponse a longtemps été non. Puis quelque chose a changé. Après plus de 50 ans de recherche, l'Organisation mondiale de la santé recommande désormais 2 vaccins. RTSS, également appelé Mosquirix, et R21. Ces vaccins sont destinés principalement aux jeunes enfants vivant dans les régions d'Afrique où la transmission de Plasmodium falciparum est importante. Ils ne remplacent ni les moustiquaires, ni les répulsifs, ni les autres mesures de prévention, mais ils permettent de réduire significativement le nombre de formes graves et de décès. Et ce n'est probablement qu'un début. Des anticorps monoclonaux capables de protéger plusieurs mois sont actuellement en développement. D'autres équipes travaillent sur des vaccins utilisant des parasites entiers atténués. Pour la première fois, l'idée de contrôler durablement le paludisme semble réellement envisageable. Depuis des millénaires, le paludisme accompagne l'histoire de l'humanité. Il a façonné notre génome, influencé des civilisations entières et coûté la vie à des millions de personnes. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose a changé. Nous disposons de traitements efficaces, de stratégies de prévention performantes et enfin, des premiers vaccins contre ce parasite. Le combat est loin d'être terminé. Mais pour la première fois depuis très longtemps, l'humanité semble avoir repris l'avantage. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner à Infectiopop. À bientôt pour un nouveau carnet d'infectiologie.